Dans 5 secondes, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On lance. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette carte blanche à la couleur étrange, mais bon, pour le moment, on accepte sa couleur. On va la contester à la fin seulement. Et surtout, je suis vraiment content de vous. C'est vraiment, je trouve que j'ai un très bel écran là, comme ça, avec toutes ces têtes là alignées. Les images sont un peu figées, c'est totalement surréaliste. Il y a Ni Aikwe avec son petit cure-dent et son bandeau. Il y a Jean-Marc au milieu de sa belle bibliothèque. Il y a Mugar Sarr dans l'attitude du grand écrivain japonais qu'il est. Alain, Alain Serge Agnès figé dans un grand sourire et son chapeau et ses lunettes de flagorneur de professeur de l'université. Et puis Elara qui va faire doucement pour pas réveiller la petite révolution qui dort quelque part derrière elle là-bas. Donc vraiment, merci à tous d'être là et pour qu'on parle littérature, ce qu'on aime. Déjà, pour qu'on se retrouve, on aurait dû être ensemble là en ce moment à Nanterre. Ça allait faire quand même une belle équipe. J'aurais déjà donné 2-3 raclées au tennis à Ni avec Parks. Mais bon, voilà, il a été sauvé par le coronavirus. Et on aurait vraiment, je pense qu'on aurait vraiment formé une belle bande. Mais bon, je pense que ce n'est que partie remise. Et de toute façon, on est obligé d'accepter ce futur que nous impose ce virus et tous les cousins qui vont venir plus tard dans cette façon d'échanger. Qui finalement, on s'en sort pas mal quand même, à savoir se réinventer comme ça par des choses en ligne, sur lesquelles finalement on se retrouve et on est content d'entendre la chaleur de nos voix. Donc en tout cas, merci à tous d'être là, à tous et à toi et Lara. C'est bizarre de dire à tous et à toutes. Et encore une fois, merci à tout l'ensemble de la bibliothèque universitaire de Nanterre, de la mairie, de l'ensemble, de toute l'équipe avec laquelle on travaille pour préparer tous ces événements-là depuis bientôt 1 an quand même, en fait, dans amusement, là, comme on dit, à Cocody. Donc voilà. Salut à tous. Je suis censé vous faire un premier tour de table dans lequel chacun d'entre vous va se présenter. Donc, on va commencer par le plus jeune, Alain Serge. Ah, il a changé de truc Non, de Mbouga est plus jeune posture que là moi. sur l'écran. Là, maintenant, il a une posture un peu plus docte comme ça. C'est un docteur, c'est normal. On va commencer par Alain Serge et puis on va continuer comme ça. Un petit tour de table pour que chacun se présente et avant de se lancer tous. Voilà, merci encore d'être là. Alain Serge, c'est toi. Ok, N'oubliez pas super. Merci, vieux. n'oubliez pas de couper vos Ok, micros sur mute d'accord, ça quand vous marche. n'avez pas la parole. Évidemment, d'appuyer dessus quand vous voulez la reprendre. À n'importe quel moment, vous avez le droit d'intervenir à n'importe quel moment. Et puis une dernière chose, j'espère qu'on va pouvoir déborder un peu. En fait, ce que je trouve cool dans les formules en ligne, comme ça, c'est que contrairement aux formules physiques, là, des fois, les contraintes physiques sont un peu dures. Mais bon, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu pareil aussi en ligne. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir déborder un peu plus que 1h30 parce que je pense qu'il y a de quoi dire, quoi. Et j'ai beau calculer dans tous les sens, quand je vois la belle brochette que vous représentez, je pense qu'en 1h30, on n'aura pas recommencé le début du tour de la question. Donc voilà. Alain Serge, à toi. Donc, c'est moi, Alain Serge Agnessant, l'état civil. Serge Agnessant comme écrivain, c'est mon épironyme. Je crois que je suis poète depuis 2 ans déjà. Je crois également que je viens de finir un roman qui doit normalement paraître début d'année prochain. Et puis, je suis également poète à nouveau parce que je viens de finir un autre recueil. Donc, en gros, c'est ça. Je sais pas. C'est vrai que je suis universitaire aussi parce que j'ai été recruté comme professeur de littérature comparée il y a quelques mois déjà à l'université de Cocody, Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est tout. Bon, ben parfait. C'est bien d'avoir fini chez universitaire et de nous rappeler tes talents de grand politicien de la fac. On espère que on espère que tu vas finir grand ponte dans 10 ans et on sera content d'être tes potes et d'avoir été les premiers à t'inviter à prendre la voix Urbi et Orbi comme ça. Ni, à ton tour. Moi, c'est Nia Ekwepox du Ghana.
poète, papa, écrivain, éditeur. Et ravi d'être là. C'est simple, c'est beau ça. Ouais, c'est super simple, là, au point où même j'ai été distrait. Et Jean-Marc, à ton tour? Bon, si on fait par ordre de jeunesse-vieillesse, je pense que ça n'est pas mon tour, mais je le prends quand même. Donc, je m'appelle Jean-Marc Pourret, je suis professeur de littérature francophone, littérature comparée à l'Université de Nanterre. Et donc, oui, il faut peut-être rappeler que cette session s'inscrit dans le programme organisé par la médiathèque de la ville de Nanterre et puis par la bibliothèque universitaire de Nanterre, et qu'il s'agit donc d'une programmation pluridisciplinaire qui normalement s'inscrivait dans le cadre du programme Africa 2020. Mais bon, Covid oblige, nous sommes en 2021 et c'est maintenant que cette carte blanche est donnée à Gauze. Et donc, avec Elara Berthaud, mais qui se présentera et qui est chercheuse au CNRS, nous allons dialoguer avec ces trois auteurs. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans cette initiative et dans cette session de la carte blanche à Gauze, c'est qu'il s'agit donc de trois auteurs qui figurent dans la bibliothèque idéale de Gauze et qui vont nous parler de leur propre bibliothèque idéale, de telle sorte qu'on a affaire à une mise en abîme, disons, qui va nous permettre de découvrir plusieurs perspectives sur les littératures africaines et sur ce qu'on peut appeler la jeune génération littéraire africaine. Bon, c'est toujours un peu difficile de parler de génération. Une génération naît toutes les secondes et donc il est difficile d'utiliser ce terme. Disons que c'est génération au sens de ça vient après la post-colonie, peut-être une génération post-coloniale, mais nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, pour ce qui concerne les trois pays qui sont représentés ici, hein, pays d'Afrique occidentale, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Ghana et Sénégal. Voilà, et je m'arrête là parce que ça suffit pour une première présentation. Alors donc, on va passer à Momoto, l'écrivain japonais du Sénégal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Mohamed Bougarsar. Je suis romancier. J'ai publié 3 romans pour l'heure et je suis un très mauvais chercheur qui n'a pas eu le courage, pas encore en tout cas, d'aller au bout et de devenir comme Alain Serge ou comme Elara ou comme Jean-Marc. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être là et de répondre à ton invitation, Gauze. De toutes les manières, voilà, je n'ai jamais su te dire non, même quand il le fallait. Donc, ce n'était pas là que j'allais commencer. Voilà. Merci beaucoup et j'ai hâte que cette discussion commence. Alors, bien évidemment, last but not least, le dernier tour de parole à Elara. Ben, je prends mon dernier tour. Merci Gauze. Donc, moi, c'est Elara Berthaud. Je suis chercheuse au CNRS en littérature. J'ai travaillé en thèse sur les résistances à la colonisation, notamment les représentations de Samori Touré. Et on peut s'engueuler avec Gauze sur ce que signifie Samori Touré aujourd'hui. Et puis, je travaille aussi à mes heures perdues sur la littérature contemporaine africaine et des diasporas et de vous, cosmopolites, soi-disant sénégalais, mais en fait habitants du monde entier, japonais si l'on veut. Et voilà, ça me fait grand plaisir d'être là et de vous revoir ou de vous voir. Et merci Gauze pour l'invitation. Sans déconner, c'est moi qui vous remercie. Voilà comment je présente le truc. L'idée, c'est que vous les chercheurs, c'est vous qui allez vraiment être le moteur de ce truc-là. Entre présentation de ce que vous savez, de ce que vous avez à dire autour de la littérature et questions aux différents auteurs. Moi, je veux juste dire que je veux juste justifier, enfin, pas justifier, je veux juste dire pourquoi j'ai choisi. Je vous ai choisi comme auteur Alain Serge Bougarsar et Niek Lepar. Mon idée était la vraie question était de parler de la littérature d'aujourd'hui, des écrivains d'aujourd'hui, donc ceux qui vont faire la littérature de demain. Et
donc, dans l'idée de la bibliothèque idéale de ma littérature d'aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup à chercher, en fait. Il y avait que vous. Il y avait que vous. Il y en a d'autres, hein, mais il y avait que vous qui avez eu écho ces 10 dernières années dans ma bibliothèque personnelle, en fait. Et c'est de façon claire, par ordre chronologique, ni à Echo et Parks. J'ai commencé par lire Notre quelque part, qui a été traduit et qui est sorti à peu près la même année que Debout payé, je crois. La traduction est sortie la même année que Debout payé. Évidemment, là, c'était magnifique comme roman. Et c'était une traduction complètement dingue, mais moi, je ne savais pas à quel point. Et bien évidemment, comme nous les auteurs, en tout cas les Africains de maintenant, on a aucun complexe à lire en anglais. Donc, je l'ai relu, là, le Blue Fairy Tale, là, en anglais, et c'était encore plus magnifique, en fait, en anglais. C'était encore plus magnifique. Donc voilà. Et pour moi, il y avait ce truc d'une littérature vraiment neuve, en fait, qui a un énorme socle sur tout ce qu'on a comme tradition, mais qui est rempli de cette contemporanéité qui fabrique les écrivains d'aujourd'hui, là. Et voilà. Donc c'est vraiment, ça a vraiment été pour moi un joli choc. Et puis il n'y avait pas l'idée du côté anglophone ou francophone, peu importe, en fait, puisque je l'ai lu dans les deux langues, et lire, c'est lire, en fait, finalement. Et puis voilà, il y a vraiment pas l'idée. Enfin moi, en tout cas, je suis très loin de cette manière un peu française de séparer la littérature anglophone africaine de celle francophone. Pour moi, c'est vraiment ça appartient au même corpus intellectuel, historique et tout ce que vous voulez. Et il y a plein de moyens de faire des ponts, quoi. Depuis Kensaro Wiwa jusqu'à Amadou Kourouma. Donc voilà. Et ensuite, après Nîmes, j'ai découvert Mbougar. Mbougar aussi, je l'ai découvert à Genève, en fait, juste après le prix Kourouma pour Terre Sainte. Et j'ai mangé Terre Sainte parce que je me sentais mal de ne pas avoir lu le prix Kourouma alors que j'allais le rencontrer dans les couloirs de l'hôtel, j'en étais sûr. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ai 2 mots intelligents à sortir à ce bonhomme-là qui avait pondu ça, tu vois. Et donc du coup je me suis enfermé dans la chambre pour le lire, et en fait c'était lumineux, c'était clair, quoi. Par contre, c'était un décalage. Quand j'ai vu l'auteur, en fait, je croyais que j'allais voir un vieux Sénégalais, là. C'est le vieux Sénégalais de Treichville qui parle beaucoup français, là. En fait, c'était juste un jeune homme normal voilà, qui était un peu à l'ouest, qui était un peu perdu à cette époque-là. Parce que je crois qu'il y avait eu, mais si, il y avait eu la soirée, je crois qu'il y avait eu la soirée du prix, là, avec les grands bavards congolais autour de toi, évidemment. Donc, il m'avait là un peu perdu. Et puis ensuite, j'ai enchaîné évidemment tous les autres romans. Et voilà, pour moi, c'était dans la même veine que ce que j'avais lu ailleurs ou par ailleurs. Ça ressemblait à ce que l'idée que je me faisais, hein, je sais même pas quelle idée je me faisais de la littérature, en tout cas, ça ressemblait à ça, l'idée que je me faisais de la littérature de demain, d'aujourd'hui, en fait, donc celle de demain. Donc voilà, c'était assez simple. Ensuite, on s'est rencontrés. D'ailleurs, c'est pas par amitié que je t'invite, hein, mon cher Mbougar, ça. C'est vraiment parce que j'aime tes romans, mon pauvre. Donc tu vois, au moins je fais un coming out. Je suis rassuré. Et ensuite, Alain Serge Agnessant, il a commis un bouquin qui s'appelle Carrefour sans manquer. C'est un carrefour à Bobo. Il a commis un bouquin au moment où je m'y attendais le moins, en fait. C'est un recueil de poèmes. Et moi, je suis pas du genre à catégoriser les trucs. Je lis tout ce qui me tombe sous la main. Et Alain Serge, d'abord, je l'ai connu en tant que slammer, jeune slammer un peu fou, là. Qui croit réinventer la phrase et le monde, qui croyait réinventer la phrase et le monde à chaque fois qu'il faisait des slams en 2016 ou en 2017, mais qui a eu un très joli parcours justement en tant que slammer. C'est quelqu'un qui s'améliorait de mois en mois, quoi, littéralement, et c'est super agréable à voir. C'était super agréable à voir. Évidemment, il était à la fac, il parlait gros français, il parlait, comme on dit au quartier, il parlait gros français. Chaque fois qu'il se fend d'un post Facebook, c'était pour s'étaler sur des kilomètres et des kilomètres de belle littérature. Et je me suis dit, c'est dommage, je l'attends celui-là sur un roman. Bon,
Il parle hein, depuis de romans, il parle, mais ça sort pas. Et en fait, il a écrit ce recueil de poèmes là, qui a été publié au Canada. Et je suis tombé dessus. En fait, ça m'a fait le même effet qu'un Zadi Zaourou en seconde quand je l'ai lu. Et ça, c'était vachement plaisant, quoi, de me dire que ce gars qui n'a pas 30 ans, quoi. Et il y a en Côte d'Ivoire Zadi Zaourou il est encensé par l'ensemble de la communauté littéraire, mais il y a très peu qui l'ont lu, en fait. Tout le monde se réclame de lui, tu sais, les Tibur Scofi, mais personne n'a de verbe zadien, en fait. Même Henri Nkumo, le directeur du livre, qui est un grand poète connu, quoi, qui est un élève reconnu de Zadi, pour moi, il n'avait pas ce truc zadien, là, quoi, qui était paradoxalement très urbain, même si c'était écrit par exemple dans le style un peu ancien là. Et Serge, il m'a réconcilié avec ce style-là et ce joli poème, ce long G là qui s'appelle et vraiment vaut le tour et voir le détour quoi. Et donc reconnaître Zadi dans ce gars qui lui-même qui jamais il ne l'a comme référence hein, en fait parce que quand il aime bien les jolies références bien internationales et tout ça bien ancrées dans le milieu universitaire parce que ça fait joli, parce que aussi c'est un passionné de cette littérature-là. Mais moi, je suis bien content de l'avoir rencontré, d'avoir rencontré ce verbe zadien là. Donc cet héritage en fait, ce n'est pas une copie, c'est un véritable héritage retravaillé au jour et au joug de l'urbanité de nos jours. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et bon, maintenant je vous les livre, Jean-Marc et Lara. Génial, on va pouvoir les cuisiner. Eh ben, on a préparé un PowerPoint parce qu'il y a peut-être des étudiants qui vont suivre, donc on voudrait juste lancer le diapo pour qu'il y ait les références des ouvrages que Gauze a présentés. Donc on va le faire assez rapidement en fait, Jean-Marc, parce que Gauze a déjà bien lancé les présentations. Je voudrais juste revenir sur toi, Gauze, pour donner un petit peu de matière et voir si ça fait écho auprès de tes trois invités. Donc, quelques mots déjà, tu nous invites à nous plonger dans nos bibliothèques idéales et les vôtres aussi, les classiques, les livres préférés, ceux qu'on revient, les lectures permanentes. À titre personnel, moi, Camarade Papa, c'est quand même un des grands romans de ma bibliothèque. Et lors de cette rencontre, on va essayer d'arpenter ce que Borges avait imaginé dans sa nouvelle dans Fiction, la bibliothèque de Babel. Donc tu disais que anglophones et francophones se lisaient et vous êtes effectivement tous des lecteurs cosmopolites et on pourra peut-être partir de là, en tout cas arpenter cette immense structure borgésienne de salles renfermant des livres qui s'ouvrent sur d'autres salles, et en effet, donc Gauze, Agnès Sand, Niaï Koué-Parks et Mohamed Bougarsar, on ne peut que frémir devant l'immensité de la tâche de vos bibliothèques idéales, tant il est évident que vous prenez un malin plaisir à obscure de la bibliothèque idéale de Borges, aller dans tous les coins, dans tous les sens et les mixer, voir ce que ça fait ensemble. Et j'aimerais bien qu'on discute ensemble de cette hybridité, de ce goût à la fois de la littérature majeure, des immenses classiques et à la fois de la littérature de la rue, de l'oral, du slam, des genres mineurs ou considérés comme mineurs par cette université sorbonnarde parfois un peu frileuse que sont les polars, le roman historique parfois et d'autres genres encore. Donc Gauze, toi le premier d'entre eux, donc notre hôte, t'as pour terrain d'ancrage l'oralité et la performance et ça se sent dans la tchatch, le goût des formules, tu ne pardonnes jamais rien et t'es prêt à tout pour un bon mot et effectivement ça se sent aussi dans tes romans. T'as commencé par Debout payé qui retrace le parcours d'un vigile, payé à être debout ou si l'on veut peut avoir aussi d'autres significations en Côte d'Ivoire, mais on taira peut-être les sous-entendus afférents. Les courtes scénettes portent clairement, en tout cas, la marque de l'oralité.
des scènes de performance dont tu viens. S'y manifeste également, et ça on le verra sans doute dans d'autres des auteurs, une critique sans pitié du capitalisme occidental, de la pulsion consumériste qui saisit les foyers à flux continu, dont tu observes avec ironie les moindres mesquineries. C'est aussi par l'œil d'un petit communiste que se poursuit ton aventure littéraire avec Camarade Papa, qui est vraiment un de mes romans fétiches, qui est en fait un double récit croisé d'une arrivée en Côte d'Ivoire, seul donc d'un petit communiste élevé à Amsterdam par des parents exilés politiques, qui retourne soudain dans sa famille élargie et qui contemple avec ses yeux d'enfant cet étrange et paradoxal monde qui s'offre à lui, et celle d'un jeune Français d'Abilly, 100 ans plus tôt, qui prend part à la colonisation de l'Afrique. Et le propos qui m'intéresse, que je trouve vraiment intéressant et qui est hautement paradoxal, est que finalement la colonisation est une migration comme une autre, de quoi retourner le regard sur les migrants. Et de fait, les migrants sont peut-être le sujet de ton dernier roman, Black Manou. C'est le trajet inverse en tout cas. On va de la Côte d'Ivoire pour aller à Paris, un étrange Paris aussi, le Paris des combines, des squats, des amours, des bières dans les caves, des ruelles sombres et des immeubles abandonnés. Et donc sur tout cela, on va revenir ensuite avec Jean-Marc et on te présentera un court extrait. On voudrait bien que vous réagissiez aux courts extraits. Donc on va dialoguer, on va peut-être pas faire un monologue de 30 minutes et vous redonner la parole, mais voilà, je laisse Jean-Marc présenter Mohamed parce qu'il me semble qu'il est sur la suite du PowerPoint et je reprends la parole après. Merci Lara. Oui, donc je vais présenter Mohamed Bougarsar. Donc Mohamed, vous êtes un romancier qui nous venait du Sénégal. Vous êtes chercheur également et donc je crois à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je crois que je viens de comprendre que vous avez un problème avec votre doctorat ou l'achèvement du doctorat, ce qui arrive très souvent, rassurez-vous, à beaucoup de doctorants. Je suis payé pour le savoir. Et je comprends probablement pourquoi ce doctorat a pris du retard, c'est que vous êtes un romancier prolifique. Vous avez publié Terre Sainte en 2014, qui est un roman qui se passe, je ne sais pas si le pays est nommé, mais ça se passe au Mali, visiblement, et le roman évoque une ville contrôlée par les islamistes. Et donc, dans une écriture qui est absolument dépouillée de pathos, qui se contente simplement de décrire d'une manière assez neutre, manière très réaliste, le contrôle de la ville par ces islamistes. Et surtout, je crois, le roman est un appel à l'esprit de résistance. Les figures les plus intéressantes du roman, enfin les plus, comment dirais-je, les plus admirables du roman sont celles qui résistent à cette tentative de contrôle, même si le roman ne s'achève pas d'une manière extrêmement optimiste. Et ce roman donc, a obtenu le prix Amadou Kourouma en 2014 et le grand prix du roman métis. Vous avez ensuite publié Silence du cœur en 2017, donc qui a obtenu le prix littéraire de la Porte Dorée et qui là aborde un sujet totalement différent, puisqu'il aborde le sujet de migrants qui sont accueillis dans un village de Sicile. Et vous dépeignez la situation et donc les personnages, les confrontations entre des personnages qui viennent de mondes différents, qui parfois se comprennent, s'entendent, et parfois, au contraire, comment dirais-je, la rencontre est source de malentendus. Et donc, par rapport à Terre Sainte, je dirais, on pourra en reparler si vous voulez, mais le style me paraît beaucoup plus mêlé, moins dans la veine du réalisme distancié, mais plus dans la veine d'une alternance entre le narratif, parfois le théâtre, parfois il y a une mise en scène de théâtre, parfois également le journal intime, ou bien également les interventions du narrateur dans le roman. Et en 2018, donc, est paru Deux purs hommes, qui aborde là, qui est un roman qui aborde un sujet dont on parle assez peu encore dans les littératures francophones africaines, les littératures africaines d'ailleurs en général,
c'est la question de l'homosexualité en Afrique et de son statut sur le continent. Et puisque tout part d'une vidéo virale au Sénégal, où on voit le cadavre d'un homme qui est déterré et traîné hors d'un cimetière par la foule. Et donc un jeune professeur de lettres va s'interroger sur les supposés crimes qu'aurait commis cet homme dont on traite si mal le cadavre. Et on va s'apercevoir que cet homme était un Gordigen, je ne sais pas si je prononce bien, donc un homme-femme, c'est-à-dire un homosexuel. Et donc le professeur de lettres va se mettre à la recherche de cet homme pour comprendre exactement son itinéraire jusqu'à cette fin tragique. Donc oui, il s'agit d'une œuvre visiblement marquée par l'engagement au sens où il y a une dimension sociologique et parfois même une dimension politique, hein, que ce soit lorsque vous traitez de l'islamisme ou autre thème qui est désormais crucial et malheureusement parfois tragique, le thème de la migration à travers la Méditerranée et de la rencontre donc entre Siciliens et Africains, ou bien le statut de l'homosexualité en Afrique. Donc ce sont des sujets qui renvoient toujours à des dynamiques socioculturelles actuelles, et donc c'est une écriture qui est pleinement concernée par des enjeux qui nous concernent tous aujourd'hui, des enjeux du temps. C'est une œuvre en prise sur le temps présent, et donc je pense qu'on pourra discuter à partir de là des questions de l'articulation de la littérature et de la société, de l'articulation de la littérature et la politique. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que ce sont des thèmes qui vont résonner dans les 4 œuvres, que ce soit celle de Gauze, celle de Aïkouès, celle de Serge Agnès-Son ou la vôtre, Mohamed. Je m'arrête là et donc je rends la parole à Elara qui va nous présenter. Oui, donc sur Niaïkoué Parks, c'est donc la slide suivante en régie, qui est donc un auteur ghanéen qui est connu en France pour Notre quelque part, publié chez Ulma, réédité en poche, donc tout à fait accessible, qui est un vrai, faux, vrai roman policier, un véritable petit bijou. Donc Caillot, un jeune médecin légiste ayant fait ses études à Londres, où vous résidez, rentre à Accra, au Ghana, et il va bientôt prendre part à une drôle d'enquête. Et on n'est pas bien sûr qu'il y ait vraiment un corps. En tout cas, il y a un face-à-face. S'il n'y a pas de cadavre, en tout cas, il y a un vrai face-à-face entre ce jeune médecin légiste et Yaou Poku, un vieux chasseur du village qui aime bien boire du vin de palme, un peu comme Black Manu, d'ailleurs, chez Gauze. Peut-être qu'on aurait pu prendre l'apéritif si on s'était vus tous ensemble. En tout cas, la ville et le village se rencontrent et prennent un peu de temps pour s'écouter l'un l'autre, avec plus ou moins de malentendus pour notre plus grande réjouissance. Vous êtes auteur aussi de poésie, de recueil, et aussi de cet étrange objet non identifié, la moitié d'un citron vert qui est un CD, qui est également un petit livret et qui est un très beau poster d'une finition graphique exceptionnelle, et j'aurais bien voulu que vous nous le déclamiez, lisiez. Ce sera pour la fin de la session. Et donc, je repasse la parole à Jean-Marc. Merci. Donc, Alain Serge Agnès-Son, donc on ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai pu reconstituer votre itinéraire, et puis je vous connais par vos œuvres. Donc, vous vivez au Canada depuis 2015, canado-ivoirien, donc et votre nom de scène pour le slam, c'est Sergueff. Donc, vous êtes à la fois poète, nouvelliste, slameur, chercheur. Et en 2015, vous définissiez, j'aime bien cette définition, comme un triple sans emploi, hein, je cite, écrivain, slameur et doctorant en études littéraires. Fin de citation. Alors, chercheur, eh bien, nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est de vos recherches et de votre doctorat, parce que vous n'êtes plus doctorant, vous êtes docteur, et vous avez participé à un concours, ma thèse en 180 secondes
au Canada, où vous présentiez votre travail de manière tout à fait spirituelle, et ça vaut la peine de l'entendre. Et si certains de mes doctorants écoutent, là, ça vaut la peine qu'ils prennent quelques notes. Donc, voilà pour le chercheur. Pour le slammer, donc, vous attendez le jour où on ne vous demandera plus ce qu'est le slam, parce qu'apparemment le slam est moins connu en Côte d'Ivoire qu'en Europe. Bon, c'était en 2015, mais peut-être que les choses ont changé depuis, vous nous le direz. Ça a changé énormément, ils ont réussi à faire basculer les choses. Bien. Et donc, en tout cas, à ce moment-là, il était défini comme un art vocal à mi-chemin entre poésie et art du spectacle, c'est une très bonne définition. Et les modèles d'Alain Serge étaient Grand Corps Malade, Abdal Malik et Saul Williams. Et d'ailleurs, on peut vous écouter sur SoundCloud. Hein, il y a des extraits de Le bon Dieu n'est pas une femme, ce qui pourrait paraître une formule sexiste, mais bon, vous vous expliquerez là-dessus. Et enfin, vous êtes poète, hein, le Gauze l'a rappelé tout à l'heure, avec Carrefour Samaké, qui est paru aux éditions Poètes de Brousse en 2018, et qui est un recueil de poèmes alors sur effectivement un carrefour au nord d'Abidjan, où vous décrivez votre jeunesse en Côte d'Ivoire, une jeunesse pas toujours rose. Je vous cite: « Moi, très jeune, mon pays m'a dit « parle de mes pneus en feu et des en attendant que je crache ». Fin de citation. Et vous célébrez donc un pays en déroute avec des formules qui parfois claquent. Je vous cite encore: « Vois-tu, nous sommes ces momies insulaires en mal d'au-delà, et nous n'attendons plus, et nous n'espérons pas, et nous avons l'art maladroit de la prétention bâillonnée d'un futur qui se pisse dessus. Amen. » Fin de citation. Donc, tout cela est tempéré hein, par l'humour qui parcourt tout le recueil, et puis par des moments de pur lyrisme qui sont vraiment très beaux. Il y a un moment où vous dites, et c'est un passage vraiment très intéressant du livre: « Je suis ce moment de lueur qui décevra le néant. Je suis ce moment de lueur qui décevra le néant. » Ça, c'est une belle formule poétique, et le passage qui suit est vraiment très beau. Donc, vous allez de l'université à la poésie ou de la poésie à l'université, je ne sais pas. En tout cas, ça fait beaucoup de pistes à explorer et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, on écoute ma thèse en 180 secondes en régie. Ouais. Présenter la thèse, oui. Et je reprends ensuite pour la première question. D'accord. L'utilisation abusive des antibiotiques pour le traitement des maladies entraîne l'émergence de bactéries multirésistantes qui... C'était la vidéo suivante, je pense, qui est passée à... C'était Alain Serge dans une performance. Bah ouais, c'est une performance chaude pisse. Il y a eu un souci. On vous laisse 2-3 minutes. On peut avoir ça. Il aurait pu présenter une thèse pareille à Bobo Samaké. L'utilisation des antibiotiques, n'est-ce pas, Serge? Le micro est branché. Le micro est coupé. Ah, il faut que tu découpes ton micro. Là, il est coupé. Il faut le découper. Ok, pardon, ouais. Donc, je disais que j'entendais très mal. Je ne sais pas si c'est la connexion avec Orange qui est en train de merder, mais bon. Ah non, laisse Orange dans cette histoire-là. Ça suffit comme ça. Tu ne vas pas nous ramener le grand capital français encore. Allez, c'est parti, là, on dirait cette fois. J'aimerais commencer par le plus important. Le plus important dans la rédaction d'une thèse de doctorat qui se respecte, ce n'est pas l'écriture de plus d'une centaine de pages ou encore moins la lecture de milliers d'ouvrages philosophiques et scientifiques pour paraître intelligent. Non. Le plus important, c'est le titre. Le titre doit faire peur.
montrer l'indicible, ethos et icono-discursivité post-apocalyptique dans la bande dessinée et le cinéma sur le génocide rwandais. Après avoir trouvé son titre effrayant, il faut maintenant penser à sa problématique. Dans le cas de ma thèse, il est question pour moi de réfléchir sur les conditions d'existence de l'immontrabilité dans la bande dessinée et le cinéma sur le génocide rwandais. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que les rescapés du génocide arrivent à témoigner de cet événement malheureux-là, non plus uniquement par les mots, mais surtout par l'image. Pensons au film Le jour où Dieu a quitté le pays de Philippe Van Loan ou encore à l'album de bande dessinée Deo Gracias de Stassen. Vous pouvez voir un extrait sur la diapo. Partant, la plupart des spécialistes des témoignages par l'écriture, parce qu'il y en a, postulent une indicibilité qui n'est pas l'impossibilité de raconter, mais qui est plutôt la difficulté qu'éprouvent les rescapés de génocide à dire parfaitement avec des mots dans le langage leur expérience douloureuse dans les camps ou au Rwanda. C'est ce qui arrive la plupart du temps lorsque vous dites « je ne trouve pas les mots pour te dire ce que je ressens ». Alors, le plus important maintenant, c'est une question. S'il y a un indicible avec les mots, y a-t-il un montrable avec les images? Si une image vaut 1000 mots, ne peut-on pas montrer le génocide et témoigner parfaitement avec les images de la bande dessinée ou du film? Je dirais oui et non. Parce que toute société n'est pas prête à voir la violence qu'elle produit. Alors, cette épée de Damoclès social a tendance à impacter les témoignages du génocide par l'image. Toutefois, vivant dans un monde globalisé où on passe notre temps à nous piluler d'images violentes partout sur les sites et même dans les films, il s'avère important de réfléchir ces images afin qu'elles ne soient pas que des actes gratuits, mais qu'elles nous aident à créer un monde beaucoup plus humain. Et c'est bien ce qu'arrivent à faire les dessinateurs et les réalisateurs sur lesquels je travaille. Merci. Et c'est très impressionnant. Ouais, il va filer des complexes à vos étudiants. Non, j'étais encore jeune, j'étais en première année de thèse. J'ai dit plein de conneries que j'ai remises en question dans la rédaction de ma thèse. Donc, ouais, c'est un bon souvenir. Je représentais l'Ontario. Pour moi, un jeune migrant qui est arrivé au Canada 3 mois plus tard, déjà représenter presque toute une province, ça a été magique. Bon, tu vas finir loin, jeune homme. Tu représentais l'Ontario, mais dis donc, c'est quoi ce truc-là? Amen, amen, amen. On est loin de Patrick Modiano, là, hein, quand même. Oh, attends, il connaît Paris, moi je ne connais pas encore Abidjan. Non, je parle dans la façon d'exprimer ces idées et dans la construction de la phrase, quoi. À l'oral, bien sûr. Et donc peut-être on peut passer aux constructions de phrases pour lancer la discussion, parce que ce qui nous intéresse, c'est la chair des mots, et donc ce serait bien de rentrer dans les textes après les avoir présentés de manière extérieure. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? J'aimerais qu'on commence par toi, Gauze, parce que de toute façon, tu fédères tout le monde autour de toi et que ça permettra de faire des branchements, j'en suis sûre. On l'aura compris grâce à cette vidéo de Serge Agnessant, vous êtes tous multifonctions et ça se sent dans vos bibliothèques idéales. Elles sont multiples, hybrides, et je voudrais prendre comme exemple l'initiale de Camarade Papa, qui joue sur le roman colonial dans un français d'une pureté telle qu'elle est parfois cristalline, avec la description d'une immense vague qui donc se brise sur la Côte d'Ivoire et qui empêche les navires coloniaux, donc notamment d'aborder directement, et l'incursion de l'incompréhensible, et en fait à la lecture on se rend compte que en fait c'est la Marseillaise, et j'aimerais que tu le lises si tu veux bien pour montrer comment est-ce que tu joues sur des genres littéraires, tu les pastiches, et comment d'un seul coup il y a un grain de sable qui vient et il y a autre chose qui apparaît à l'intérieur de ce très beau roman colonial. Et donc, c'est une question que j'aimerais vous poser ensuite à tous, c'est comment vous hybridez toutes vos bibliothèques, comment vous fédérez
genre majeur et genre mineur, et peut-être c'est des choses où l'oralité peut venir affleurer dans vos romans, ou alors des genres mineurs. Le polar vient grignoter le roman, ou le roman historique vient grignoter les romans. Donc c'est des questions qui s'adressent à vous tous, mais j'aimerais qu'on écoute ces deux passages de l'initiale de Camarade Papa, si tu veux bien. Après, on va se concentrer sur les autres. Aujourd'hui, c'est pas trop mon moment. 7 rouleaux de brisant crêtent au vent, écume de rage en se frappant la tête sur la plage. À l'instant où la première vague s'étale en auréole sur la dorure de sable, une autre au large s'enroule et gronde aussi fort que sa devancière. Leur cycle de vie est court. Quand la dépouille de la première se retire, la deuxième est déjà prête à s'écraser. Le cumul de ces deux vagues contraires se fracasse avant de faire demi-tour vers le large. 4 poussent dans son dos, 2 battent en retraite dans son ventre. Alors la troisième grossit, grandit, mugit plus fort. La lame de crête, qu'ils appellent la mer, s'élève au-dessus de toutes les autres. Camarade Papa, page 11. Le vent porte à la plage les 4 mesures du mystérieux chant. Ablé, Vénocyon. La foule se met à hurler. Les tirailleurs reconnaissent et se dressent, courent, chasse-peau à l'épaule, s'alignent sur 2 rangs. Ablé, Vénocyon, Ablé, Vénocyon. La dernière mesure de la Marseillaise, parole et accent chromène ad libidum. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est chouette. Ouais, on aime bien. Est-ce que tu peux peut-être lancer la discussion et on rebondira à la fois peut-être sur l'oralité chez Serge Agnessant et chez Mohamed, ou sur le polar chez Mohamed qui vient comme ça inquiéter, ou tu es incapable de faire un roman monolithique, Mohamed. Ça me semble assez semblable à Camarade Papa. Vous êtes tous multifonctions et ça se sent dans vos romans qui, comme ça, croisent, hybrident tous les genres. C'est pareil pour Niaïkwe, c'est pas un vrai polar, et ça le sera pas, parce qu'il est toujours mangé par d'autres genres. Et voilà, comment est-ce que vous mélangez vos bibliothèques et comment ça se fait dans votre pratique d'écriture? Alors, moi, je me dépêche de répondre, et puis ensuite, je vous passe la parole, je me dépêche de répondre. Je crois que tout le monde ici, là, on appartient à une génération chez laquelle la langue est à notre service et pas le contraire, en fait. La génération de nos parents était fascinée par la langue française et tout ça. Nous, on est nés tout de suite dans un endroit de langue multiple, en fait. Et donc, on a appris à asservir la langue. Pas le contraire, en fait. Et donc, c'est pour ça que on peut écrire dans n'importe quel sens, pourvu qu'on trouve, on se justifie le moyen le moyen d'utiliser ce style-là à ce moment-là. C'est facile, hein, pour moi d'écrire comme au 19e siècle, parce que c'est ça le plan. Je me dis que si je parle d'un blanc qui débarque je me mets dans la peau d'un blanc qui débarque à Bassam au 19e siècle, voilà, et je vais être obligé d'appeler Balzac, Hugo, etc., tout ça, Flaubert même. Et ça, je sais faire, quoi. Et ça, je sais faire, et donc je peux fabriquer ça. Mais c'est justifié chaque fois, en fait. C'est vraiment justifié. Et après, évidemment, on ramène notre rythme à nous, nos trucs. Mais en tout cas, on est tous une génération de gens qui avons grandi dans des milieux tellement multilingues qu'on a appris à plier la langue à nos désirs. Et c'est comme ça, c'est pour ça que on peut faire des romans très différents d'un roman à l'autre, ou bien très différents à l'intérieur d'un même roman. Ce qui n'est pas trop possible chez les gens comme Nothomb ou bien Houellebecq, tu vois, qui ont toujours une écriture un peu pareille d'un roman à un autre, voilà, quoi. Donc, Alain Serge, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, je suis d'accord avec toi. D'abord, je pense que tu l'as même relevé lors de l'une de tes entrevues. Écoute, on vient d'un pays qui est la Côte d'Ivoire et on est totalement schizophrène en termes de langue. Je veux dire que on parle quasiment 5 langues à la minute. Quand je sors de chez moi là,
Le tenancier du maquis de chez moi, il est burkinabé, il a un accent particulier. La femme qui vend juste à côté, elle est baoulée. Le français ivoirien, c'est pas le français. Je veux dire que, et le plus intriguant, en tout cas pour moi, c'est que c'est pas les phrases qui m'intéressent quand j'écris de la poésie, par contre, ce sont les voix. Parce que pour chaque langue que je parle, j'ai la chance d'être, on va dire, polyglotte, mais pour chaque langue que je parle, je lutte contre un type de voix. Généralement, on dit que quand je parle français, que j'essaie de la coller à une sorte de voix parisienne, mais quand je parle français ivoirien, ma voix elle est différente et je pourrais même pas la mimer là maintenant. Il faudrait que je sois dans un cadre particulier. Donc, j'essaie toujours, quand j'écris de la poésie, ou même quand je travaille avec certains personnages, de me demander quel type de voix, mais pas vraiment de phrase pour l'instant, de voix, j'ai envie de coller à tel type de page, à tel type d'expression de sentiment. Maintenant, pour penser la phrase, c'est sûr que pour ce poème-là, j'avais envie que dans l'écriture, cette écriture-là réduplique ou reflète ma propre schizophrénie. C'est pour ça que j'ai lu français ivoirien mais, abondamment et j'ai été très, très reconnaissant envers mes éditeurs qui ont accepté ce pari-là. Donc, tu as totalement raison. Moi, c'est à la fois une lutte, mais vraiment avec la phrase, mais avant, avec la voix d'abord, avec les voix que m'impose chaque langue que je parle. Moi, je t'ai entendu de façon un peu entrecoupée, Alain Serge. Effectivement, il faut voir ton passe orange. C'est pas mon passe, il faut vraiment voir ton passe orange. Je t'ai entendu un peu entrecoupé. Mohamed, qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est pareil pour les autres? Non, on a bien. Non, pour moi, c'est bon, je t'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Ça vient de toi. Je pense que c'est Gauze qui n'a pas très bien entendu. Alors, pour ma part, ce qui me semble toujours intéressant dans la bibliothèque, cette question de la bibliothèque idéale, c'est qu'elle n'existe pas en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que au cœur de toute bibliothèque, comme au cœur de toute écriture, l'écriture étant chez moi en tout cas une sorte de projection réduite de la bibliothèque, c'est-à-dire celle que je lis en permanence, c'est ça qui se retrouve d'une certaine manière dans l'écriture. Eh bien, cette bibliothèque-là, au cœur de cette bibliothèque, il y a la notion d'impureté, de plus en plus, en tout cas. Et par impureté, il y a cette hybridation par les langages, mais aussi et surtout par les genres. Et Lara, tu le disais tout à l'heure, je suis très intéressé depuis quelques années maintenant par le genre policier parce que je trouve que c'est une perspective qui, lorsqu'elle s'ouvre, introduit à l'intérieur de la bibliothèque et à l'intérieur de mon écriture des questions que j'aurais traitées tout à fait différemment. Moi, je n'ai aucune sorte de mépris pour le genre policier ou pour le roman noir de façon plus générale, parce que je trouve que pour une question, par exemple, qui est celle du mal, comment traiter de la question du mal dans un roman, je crois que le genre policier, par exemple, est un genre absolument recommandé. Cependant, voilà, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de toujours mettre au cœur et de nos lectures et de notre écriture un principe d'impureté, de penser que le roman est d'abord un genre impur. Par excellence, cela peut se projeter dans la langue, cela peut se projeter dans la construction ou la composition des romans, mais je tiens toujours à garder la bibliothèque ouverte, impure, à tel point que dans ma bibliothèque idéale, entre guillemets, figurent des romans que je n'aime pas nécessairement. Quand je dis je n'aime pas, c'est-à-dire que ce sont des romans qui, oui, que je ne... Parce que le jeu typique avec la bibliothèque idéale, cette vieille question, quel livre emporteriez-vous sur une île, etc. etc. Je pense que ce sont des livres que je ne suis pas certain que j'emporterai, mais elles font tout de même partie de la bibliothèque parce que... Par exemple, donne-nous des exemples de livres que tu n'aimes pas, qui sont dans ta bibliothèque. Par exemple, que je n'aime pas, je vais plonger les pieds dans le plat tout de suite, et que je considère pourtant comme un livre important. Si on me demandait, par exemple, quel était le plus grand livre de la littérature sénégalaise, c'est lui que je citerai, et pourtant je ne l'aime pas nécessairement, c'est L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Voilà un livre qui fait partie de ma bibliothèque, que je mets,
avec lequel j'ai une Tu parles de relation l'aventure ambiguë? assez problématique. Oui, de l'aventure ambiguë. J'ai un problème avec ce livre-là pour différentes raisons. Je suis d'ailleurs en train de travailler depuis quelques années à un essai sur cette question-là, la relation qu'on a avec ce qu'on appelle les classiques dans une bibliothèque et comment est-ce que ces classiques-là, africains en l'occurrence, reviennent une fois qu'on les relit. En tout cas, sont relus très différemment. J'en ai relu un certain nombre ces dernières années et je me suis surpris à avoir un rapport beaucoup plus critique avec un certain nombre d'entre eux, tout en reconnaissant tout de même que ce sont des livres qui, à un moment donné de mon écriture ou de ma bibliothèque, ont eu une certaine importance. Donc voilà, ce que je dis, et j'en termine là pour l'instant, c'est que ma bibliothèque idéale ne se confond pas à une bibliothèque patrimoniale, c'est une bibliothèque ouverte, en constant mouvement et qui a l'impureté comme principe. Voilà un peu ce que je voulais dire pour première intervention. D'accord. Et sur le polar, pour faire le lien avec Nia Yikwai, par exemple, tu lis quoi? C'est quoi ton polar source? Tes polars sources? Alors, pour les polars, en réalité, j'ai commencé à en lire à partir d'un auteur qui précisément parodie le polar et par cette parodie même m'introduit dans l'univers du polar, qui est l'auteur chilien Roberto Bolaño, dont tous les livres sont d'une certaine manière des polars, mais aussi de faux polars, une sorte de polars déguisés, en même temps qu'ils sont une représentation de la littérature dans ce qu'elle peut avoir de plus majeur. Mais c'est précisément parce qu'il hybride le majeur et le mineur, parce qu'il va vers le polar tout en parodiant le polar, que c'est extrêmement intéressant. Et à partir de Roberto Bolaño, il y a tout un continent là de livres, de romans noirs qui s'ouvrent. Les Jim Thompson, par exemple. Voilà, il y en a un certain nombre qui apparaissent à ce moment-là. Et d'une certaine manière, je crois même qu'il y a énormément de romans que nous aimons qui sont des polars. Vous vous rappelez sans doute que Nabokov, pour parler de Dostoïevski, disait que c'était un auteur de polar. En croyant le rabaisser, évidemment, dans son esprit, c'était ça, mais d'une certaine manière, il n'a pas tort. Dostoïevski, beaucoup de ses grands romans sont d'abord des sortes d'enquêtes, mais ce sont toujours des enquêtes métaphysiques, et sans cela, ce sont des polars assez particuliers. Donc, Nabokov qui dit de Dostoïevski, c'est un auteur de polar, je trouve ça quand même assez formidable. Et dans la bouche de Nabokov, c'est assassin. En réalité, je ne suis pas certain que ce soit si assassin que ça, lorsque l'on élargit un peu le regard. Donc, Dostoïevski est un auteur de polar. Voilà, je suis tout à fait d'accord et tant mieux. Si je peux intervenir, oui, c'est intéressant cette notion d'impureté et d'hybridité. Bon, il y a l'hybridité des genres, mais j'ai l'impression que tous les trois, vous avez parlé surtout de plurilinguisme. L'Afrique est un continent riche en langues, contrairement à l'Europe. L'Europe est un continent pauvre en langues, mais ce sont des langues extrêmement diffusées. Bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, il y a une impureté ou une hybridité qui vient d'abord de ce plurilinguisme, du fait que vous croisez les langues. Mais est-ce qu'il ne vous semble pas que c'était quelque chose qui appartenait déjà à des auteurs pionniers? Senghor, pour prendre une référence pour Mohamed, parlait le sérère et je ne sais pas combien de langues, et en plus il connaissait très bien le grec et le latin. Kourouma, pour prendre une référence ivoirienne, mélangeait le malinké, le français et puis éventuellement d'autres langues. Est-ce que l'hybridité, plus que l'hybridité générique, elle ne vient pas d'abord du plurilinguisme du continent africain, mais ce plurilinguisme était déjà pris en compte dès le début par pratiquement ceux qu'on pourrait appeler les pionniers, sauf évidemment Cher Hamidou Kane, qui écrit dans un français extrêmement classique, lui, par contre. Je propose qu'on donne la parole sur ce sujet à Nia Yikwai, qui est dans une autre ère linguistique,
carrément. Et donc voilà, je pense qu'il va être encore plus pertinent. Ben, d'abord, je veux dire que le plurilinguisme en Afrique, c'est pas un nouveau truc. Donc, en fait, nous, on n'en pense pas de cette, comment dire, phénomène comme quelque chose qui est extraordinaire. Et donc, on n'en pense pas comme les Européens en pensent. Et je crois que notre hybridité ne vient pas de ça, en fait, parce que ça fait partie de notre base ben, tu sais, quand je parle en français, je suis comme une ancienne voiture. Il me faut chauffage. Et je n'ai pas passé quelques jours en France et ça vient. Mais il faut dire, ouais, voilà. Je crois que la façon dont les Européens pensent des langues, c'est pas comme ça que nous, on pense des langues. Voilà. Et donc, on commence par ça. Et pour l'hybridité dans notre écriture, je crois que nous sommes dans une génération où s'il n'y avait pas d'hybridité dans nos écritures, ça sera fourbe, je crois. Yeah, I think that's the word. C'est ça. Et parce que c'est une réflexion de notre réalité. On n'a même pas besoin de lire un polar ou un roman policier si on grandit dans les villes. Parce que les polices interviennent dans notre quotidien toujours et on voit juste à côté de nous tout ce qui se passe. Je peux construire un polar juste en me mettant devant ma porte à Accra. Et c'est ça, quoi. C'est de là où on vient. Et pour ça, moi, je dirais, je regarde vraiment les classiques européens en essayant de comprendre l'écriture ou les travaux créatifs des Africains, parce que ça vient d'autre part. C'est peut-être pas écrit, mais pour moi, la bibliothèque idéale, c'est les voix de mes ancêtres, parce que c'est la seule source où j'aurais confiance que l'information ne soit pas compromisée. Si on parle de l'hybridité, c'est génial, mais en même temps, il faut se rendre compte que c'est une histoire de blessures et de cicatrices. Et donc, oui, on en profite parce que les gens le voient comme quelque chose d'extraordinaire. Tu passes dans un pays, il y a un rencontre littéraire, les gens disent, mais tu parles 5 langues, tu parles 6 langues, c'est extraordinaire. Mais pour nous, c'est rien. C'est notre vie et cette vie vient des interventions. Enfin, le point de départ, c'est que nous, on se mélange déjà, mais en même temps, il y a le fait que les Européens, ils sont venus, ils ont fait des choses méchantes et nous, en partant de ça, on a créé des choses. C'est ça. Et donc, voilà. Je veux dire que l'hybridité, le discours d'hybridité, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup de patience d'en parler, parce que je ne vois pas de quoi on parle. Parce que c'est mon existence. C'est génial, ça, le côté naturel. Jean-Marc, juste pour parler, quand tu parlais des anciens qui étaient déjà un peu comme ça, je suis pas tout à fait d'accord, hein, tu sais. Moi, je dis souvent, hein, mon père, il est né au village. Mon père, c'est un fils de paysan. Donc, mon père, c'est cette génération-là des Kourma. Et moi, je suis né à Abidjan. Moi, à La Serge ou Mbougar ou Ni. Donc, on est né en ville. En ville, dans une nation, dans un état déjà nation, au Sénégal, je sais pas combien de langues il y a, mais en tout cas plus d'une 50aine. En Côte d'Ivoire, 60. Au Ghana, un peu plus presque 100 même au Ghana. C'est 72, je crois, officiel. Voilà, c'est énorme. Donc la cour de récré, c'est même pas une question d'hybridité en fait. On est en permanence dans l'arbitrage de la langue sans se rendre compte. Et pour parler comme toi, Go, c'est pareil en fait. C'est en même temps que Niaekwe, c'est un peu très très différemment de Mboga. L'impureté est une évidence pour moi, Mboga. Je veux dire,
qu'on soit dans un rapport d'écriture, qu'on soit dans dans le geste romanesque lui-même, l'impureté est une évidence pour des gens comme nous qui venons d'endroits où on a affaire à un bazar de voix, un bazar de langues différentes, un bazar d'imaginaire linguistique différent. Donc, et la différence avec la génération de Senghor, c'est qu'on était dans quelque chose de peut-être un peu trop antagoniste. Il fallait chercher sa place dans ces langues-là. Cette question, moi, je ne me la pose plus du tout, en fait. J'ai un imaginaire qui est urbain. J'ai grandi à Abidjan, entre Abidjan et Grand Bassam. Je me rappelle, il y a très peu, je parlais avec ma mère, je lui demandais comment est-ce qu'on pourrait traduire le mot philosophe en abidji, qui est sa langue maternelle à elle. Moi, ma langue maternelle, c'est le français. Et elle m'a dit, en abidji, le mot signifiait textuellement, mot à mot, ceux qui pensent comme les Blancs. Donc, déjà, la façon dont elle perçoit son fils aujourd'hui dit beaucoup de la façon dont je perçois mon rapport à ces langues-là. Elles ne sont pas conflictuelles pour moi. C'est juste essayer de trouver peut-être, je ne sais pas, la commune mesure entre elles toutes, trouver un creuset, faire de sorte que mon écriture soit le creuset de cette réflexion-là. Mais ce n'est pas du tout conflictuel, non. L'impureté, c'est une évidence pour moi. Peut-être on peut enchaîner sur la question suivante qui permettrait de vous réconcilier avec un extrait de Mohamed. Sur le slide suivant, encore après. C'est Jogoy qui parle, qui est mon traducteur préféré du Silence du cœur, qui est donc ce migrant devenu traducteur par la force des choses. Mohamed, tu veux bien lire ou tu veux que je lise? Écoute, vas-y, fais. Vous êtes sûr que c'est pas le. Je pense que c'est pas le bon PowerPoint là. Si, c'est bon? Si, c'est le bon PowerPoint. Tu es en retard, Goz. Moi, je suis en retard. Le délai. Comme ça. Vas-y, Elara, je t'en prie. Tu me laisses la parole, Sapristi. Jogoy voyait dans la traduction une métaphore de la condition des hommes, peut-être ce qui vous caractérise, messieurs. Ce qui symbolisait peut-être le mieux ces deux mouvements contraires dont la tension se trouvait au cœur de leur vie. D'un côté, l'impossibilité à communiquer une part de l'essentiel, l'échec du langage devant l'énigme humaine, et de l'autre, malgré tout, la tentative désespérée par le langage, sinon de nommer cette énigme, au moins de l'approcher. Échec et espoir. La traduction n'était pas autre chose, elle implique toujours un échec, une catastrophe préalable, celle de l'incompréhension. Et quelques lignes plus loin, se demandant si comment vivre après Babel, après la chute et la fin de cette langue adamique qui permettait aux hommes de se comprendre tous les uns les autres. Tu te demandes, Jogoy se demande, à travers toi peut-être, les hommes étaient-ils plus riches avant ou après la perte de la langue unique de Babel? Et sans doute tu réponds oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce personnage de Jogoy est donc le personnage le plus récurrent dans Silence du cœur. On voit son journal arriver et il parle comme vous des multitudes de langues qu'il fait résonner entre elles. Et il se dit que la traduction est un échec, mais que c'est aussi heureux. Et peut-être que c'est ça aussi pour vous, la traduction, cette hybridité permanente et cette impureté dont vous parlez. Mohamed, tu veux réagir ou peut-être ensuite les autres? Oui, très rapidement, sur les questions de traduction, en tout cas de passage de langue à langue, je crois que de toutes les manières, c'est aussi cela, une bibliothèque idéale. C'est aussi la capacité de pouvoir passer, tout en restant dans une langue qui est celle de sa lecture, de pouvoir percevoir d'autres langues. Donc, c'est vraiment la traduction là dans deux sens différents, au sens le plus littéral, mais aussi au sens qu'on oublie parfois, qui est celui, le sens peut-être plus philosophique d'une traduction. Ça me fait penser que, oui, en ce moment, on parle beaucoup de ces questions-là de traduction. Peut-être qu'on abordera, on l'abordera un peu plus tard. Voilà. Mais bon, je ne m'étends pas trop, je laisserai les autres réagir sur cette question-là de l'hybridité des.
Je peux peut-être intervenir alors le temps que nos auteurs réfléchissent. Oui, sur la question de la traduction, il est clair que actuellement, la littérature mondiale se structure par ce qu'on appelle des phonies: anglophonie, francophonie, lusophonie, hispanophonie, arabophonie, etc., etc. Et le fait que vous soyez des écrivains francophones ou anglophones, ça vous assure une circulation littéralement mondiale qui serait refusée à des langues qui ont une diffusion moindre. Si vous écriviez, je ne sais pas, en lingala ou en Hausa, évidemment, vous n'auriez pas cette circulation internationale. Et il est clair donc que certaines langues sont plus traduites que d'autres. Elles permettent une circulation intercontinentale. Et notamment, vous avez dû remarquer que la francophonie, oui, d'ailleurs, on pourra revenir sur cette question de la francophonie pour savoir si certains d'entre vous considérez comme des écrivains francophones. Mais bon, je sais que c'est un point parfois contestable et litigieux. Mais la francophonie a cet inconvénient d'être un système littéraire, un espace littéraire extrêmement centralisé. Pour l'instant, les francophones n'ont pas réussi à renverser l'équilibre entre le centre et puis les, entre guillemets, périphéries, ce qui est le cas, par exemple, pour les hispanophones ou les lusophones. Plus personne au Portugal ne considère que le Brésil est une périphérie par rapport au Portugal pour la langue portugaise. Et donc, la francophonie, qui est un système centralisé, vous assure une circulation littéralement mondiale. Alors, on peut contester cette francophonie à cause de sa centralisation, mais on peut également voir qu'elle vous assure cette circulation internationale. Et donc, elle vous assure également des traductions. C'est-à-dire que vous êtes publié dans une langue qui est une langue internationalement reconnue et qui vous permet des traductions. Et donc, en ce sens-là, vous avez tout intérêt à continuer à cultiver cette langue française et à ne pas faire, je ne sais pas, un retour vers une langue africaine, comme à un moment l'a fait Ngugi avec le Gikuyu, passer de l'anglais au Gikuyu. Et donc, les traductions dans l'espace francophone vont vous permettre ensuite d'aller vers un public littéralement mondial. Et je crois que c'est très important pour vous que vous voyez ça. Mais maintenant, effectivement, on peut vous poser la question, est-ce que vous considérez vraiment comme des écrivains francophones ou est-ce que pour vous, c'est une étiquette qui a vécu et qui doit être contestée? Alors, je me lance. Oui, vas-y, Alain Serge, c'est ce que je veux te dire. Occupe-toi de Jean-Marc, là. Ah non, m'occuper de lui, c'est un vieux père universitaire, on ne fait pas ça chez nous. C'est le bois sacré. Fais ça bien, ne flagorne pas. Alors, je veux dire que d'abord, le français, c'est une langue africaine. C'est ma langue maternelle. Moi, je ne suis pas français, je suis ivoirien. Le français, c'est une langue maternelle, c'est ma langue maternelle. Et la question, je suis écrivain francophone, tout comme Houellebecq peut l'être, tout comme tout comme Modiano peut l'être. Cette question, je veux dire, après, j'ai pas envie d'être radical, d'être péremptoire sur la question parce que je parle pour moi tout seul, mais je pense que peut-être Mbougar serait d'accord avec moi dans une moindre mesure parce qu'au Sénégal, il y a le Wolof qui est une langue qui est très présente. Mais je ne me pose pas cette question-là, je ne me la pose plus puisque je suis né en français, je rêve en français, je tombe amoureux en français. Et lorsque je suis au Canada dans une zone anglophone, le français, c'est en français que c'est dans cette langue que je me réfugie. Je me rappelle bien que le département d'études françaises à l'université de Western Ontario, c'est vraiment l'îlot francophone. C'était une sorte de refuge pour moi. Donc, je n'ai évidemment pas le même type de cauchemar. Je n'ai pas le même type de cauchemar qu'ont pu le faire, je sais pas, Césaire, Senghor ou Kourouma. Non, pas du tout. Ces questions-là se sont résolues pour moi toutes seules. Parce que ce n'est pas une étiquette pour moi, la francophonie. Évidemment, d'un point de vue institutionnel et politique, on peut en parler. Il se trouve simplement que Paris va être le centre de la politique france-africaine. Évidemment, ça, c'est un débat qui n'a peut-être rien à voir ici. Mais du point de vue de la langue, je parle français aussi bien qu'un français. Je veux dire, cette question ne se pose plus pour moi, plus du tout. Ce n'est pas une étiquette qui me dérange, non. Mbougar. Je vais écouter Ni. Ou plutôt Ni, ouais. Ni, ouais. Oui. Toi, tu es un écrivain anglophone? D'abord, il y a quelque chose d'intéressant ici. À côté du fait que les Européens ne possèdent pas autant de langues que nous, dès le début, ils ont la tendance de
comment dire, de lier les langues à l'identité. Plutôt, pour nous, c'est plutôt, la langue, c'est un outil. Si je veux acheter quelque chose à côté chez moi et la dame qui le vend, elle parle ewe, je vais lui parler en ewe pour avoir un meilleur prix, pour profiter. Et donc, la langue, je l'utilise comme un outil pour avoir un meilleur service, quelque chose comme ça. Et donc, la langue n'est pas liée à mon identité. Et je crois que c'est un truc qui se fait largement dans les pays où ils n'ont pas beaucoup de langues. Parce que pourquoi me demander si je suis anglophone, je suis un écrivain anglophone, autant que je parle tellement de langues? Ben, l'écriture, c'est seulement ce qu'on met sur le papier ou c'est aussi les langues de nos pensées? Et les langues de pensée, j'en ai plusieurs. Parce que si j'essaye d'imaginer quelque chose, des fois, il y a des mots dans une langue ou en autre qui est meilleur que la langue dans laquelle j'écris. Et c'est pour ça que j'arrive des fois à écrire des phrases qui sont bizarres dans la langue dans laquelle j'écris, mais moi, je comprends. Et il y a quelque chose qui est intéressant, en fait, le fait des traductions. Pendant la période où on était en train de faire la traduction de mon roman, moi et ma traductrice qui est du Bénin, on se comprenait à cause de structure des langues africaines. Et donc, c'était pas une traduction qui partait de français en anglais ou anglais en français, mais qui passait par la voie de nos langues africaines. Et pour nous, c'est ça, en fait. On grandit avec tellement de langues et on les échange, c'est des outils et ce ne sont pas des étiquettes d'identité. Et donc, c'est bizarre qu'on me pose la question si je suis un écrivain anglophone. Je suis plus que ça. Je suis plus que francophone, plus qu'anglophone. Je suis un écrivain. Je suis un Africain qui possède des langues, qui lui aide à bouger entre pays, d'ignorer les frontières qui ont été imposées. Et quand on parle des langues comme français, anglais, comme des langues internationales, il faut parler de ces langues comme des langues imposées. C'est des langues imposées qu'on a pris et réformatées, je crois que c'est un mot, pour nos besoins. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que ce ne sont plus les mêmes langues. Le moment où ils arrivent chez nous, qu'on commence à les utiliser, ce ne sont plus les mêmes langues. Et ils n'ont jamais été des étiquettes d'identité. Parce que ce n'est pas comme ça que nous, on n'a pas cette relation avec des langues. On n'a jamais eu cette relation avec des langues. Il y a quasiment pas une famille que je connais qui ont qu'une langue. Il y a toujours 2-3 langues dans la famille. Grand-mère. Voilà. Exact. Donc, moi, pour te répondre sur cette question rapidement, Jean-Marc, en fait, la question de la centralité du pouvoir central de la francophonie, elle est politique, elle est beaucoup plus politique que artistique, en fait, ou bien sociale, parce que de toute façon, de fait, Paris n'est plus le centre du français, de toute façon. La capitale du français est beaucoup plus proche de Dakar, de Kinshasa ou de Douala que de Paris, parce que pour des raisons simplement statistiques, hein, il y a beaucoup plus de gens qui parlent français hors de France qu'en France, voilà quoi. Et donc l'idée de centraliser de parler de francophonie, plutôt que de parler de français, tout ça, c'est une idée plutôt française. Les gens, comme disait Ni Aekwe Park, le français est un outil comme un autre, un outil de langage comme un autre. Et de toute façon, moi, j'écris en français, hein, et j'écris parce que je réfléchis en français. Mais je considère pas ça comme une espèce de, ça ne fabrique pas forcément mon identité intellectuelle, non, mon identité personnelle. Mon identité intellectuelle, c'est autre chose, mais mon identité personnelle. Et zéro complexe, en fait. On a surtout zéro complexe. En tout cas, moi, perso, ou quelqu'un comme
Alain Serge, à Bobo, ou les voisins de quartier ici, là, personne n'a aucun complexe à utiliser le français comme et à en faire, à la transformer comme on veut. Et ça, ce mouvement historique là, ou bien à Dakar, ce Wolof ce Wolof patiné de français à tous les carrefours ou d'anglais quoi. Et ce mouvement historique là, en fait, les pouvoirs centraux politiques sont en train de passer à côté. De fait, dans 20 ans, vous allez voir que la capitale du français ou de la pratique du français, d'un nouveau français en tout cas, ce sera beaucoup plus proche de Kinshasa que de la rive gauche de Paris. Oui, je suis d'accord avec ça et c'est très intéressant vos réponses. Je dirais simplement que l'anglais et le français ne sont pas seulement des outils. Vous écrivez dans les deux langues probablement dominantes dans le monde parce qu'elles sont réparties sur tous les continents. Et donc, ça vous assure de facto un public international. Donc, même si vous ne l'avez pas choisi, ce n'est pas seulement des outils, ce sont des instruments extrêmement précieux pour pour avoir un lectorat international. Et deuxième chose, puisqu'on est dans le cadre de la bibliothèque idéale, il y a un canon littéraire francophone, il y a un canon littéraire anglophone. Les deux canons sont différents. Et quand on écrit dans une langue, on va tendre à se référer plutôt à ce canon littéraire de sa propre langue qu'au canon littéraire d'une autre langue. Et ça, c'est important. Probablement, votre bibliothèque idéale, c'est à vous de répondre, hein, mais elle est déterminée par cela, elle est influencée grandement par cela, c'est-à-dire que vous réfléchissez plutôt aux auteurs qui appartiennent au canon littéraire francophone qu'aux auteurs du canon littéraire anglophone. Ou alors je me trompe et à ce moment-là, vous êtes complètement cosmopolite. Mais c'est à vous de répondre à cela. Alors, Bougard. Oui, très Bougard est japonais de toute façon, mais c'est aussi cette nouvelle génération qui se décrète cosmopolite. Felwine Sarr aussi, d'ailleurs, si on peut parler des nouvelles générations qui ne sont pas ici, il est aussi, avant d'être essayiste, il est aussi poète et il se réclame du zen tout autant que des canons de la littérature française. Donc aujourd'hui, ce qui nous plaît dans cette génération-là… Les Sénégalais ont abusé de Dragon Ball Z, c'est pour ça. Peut-être aussi, oui. C'est ça. Cette génération-là est franchement cosmopolite. Mon rêve et peut-être dans le sillage de Samy Tchak, on peut discuter du rôle de Samy aussi dans l'explosion des bibliothèques et des rôles d'Amérique latine, par exemple, dans les bibliothèques idéales. Pour ma part, en tout cas, et je crois que je ne suis pas le seul, en tout cas, toutes les personnes qui ont eu à lire Samy, à échanger avec lui, je crois, se font tout de même une idée de la littérature comme d'un immense continent qui est extrêmement ouvert. Il se peut que Jean-Marc ait raison, en tout cas qu'au début, on commence, en tout cas pour ma part, ça a été cela, on commence en étant influencé fortement peut-être, en y pensant fortement par les œuvres du canon dans la bibliothèque, les œuvres du canon de la langue dans laquelle on a appris à lire. Mais très vite, cela cesse d'être le cas. Et pour moi, c'est allé très rapidement parce que j'ai pu rencontrer des gens comme Samy, parce que j'ai pu faire d'autres lectures. Je me suis déporté vers tout un ensemble d'autres langues, vers le continent sud-américain, par exemple, vers le continent américain, vers ces continents littéraires-là qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus sont centrales, en tout cas tout aussi centrales que peuvent l'être les œuvres d'un Balzac, qui était celui que je citais au départ comme étant l'une de mes références absolues. Aujourd'hui, je le mets à côté, et ça tombe bien, de Bolagno que j'ai cité tout à l'heure. C'est la même lettre, c'est pas très éloigné dans les rayons d'une bibliothèque. Mais voilà, je crois que je suis en tout cas, je pense être sorti de cette référence-là, de cette référence absolue-là à la littérature canonique en langue française. Alors moi, je vais juste ajouter un mot, quoi. Comme on parle de bibliothèque idéale, dans la même semaine, quand tu lis, et c'est comme ça que nous on a grandi, quoi. Dans la même semaine, tu peux lire
Soyinka, Ake, Years of a Childhood en anglais. 5 jours plus tard, tu es Murakami. 5 jours plus tard, je sais pas moi, les copains français là, tu tombes sur un Welbeck par exemple. Et 5 jours plus tard, tu lis James Ellroy. Et puis après, on te file un poème de Zadi. On te file la tignasse de Zadi dans les pieds ou la carte d'identité de Jean-Marie Adjafi dans les pieds. C'est chaud je sais pas où on peut définir un canon littéraire. On ne les a pas, c'est pas possible en fait. Donc on est tout de suite ce gloubi-boulga, tout de suite. On est tout de suite comme dans la cour de récré, c'est-à-dire la synthèse des 60 ethnies de Côte d'Ivoire. Donc de la même manière qu'on est la synthèse des 60 ethnies de Côte d'Ivoire, on sait être la synthèse de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on rencontre. Et puis en plus, faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de choix quand on traîne en littérature. Quand on traîne dans les rayons de bibliothèque à Abidjan, à Bouaké ou bien à Accra, en fait, on lit les livres. On commence par lire les livres qu'on peut lire, pas forcément qu'on veut lire. Et donc voilà, beaucoup d'entre nous se sont construits dans cette littérature de la débrouillardise avant de devenir des bourgeois qui peuvent maintenant choisir maintenant moi j'ai envie de lire tel livre plutôt que tel autre, je veux partir de ce côté, je peux faire mon Bougarsa, aller chez les Japonais ou bien la littérature de l'Europe de l'Est de l'époque. Il faut pas oublier que Dostoïevski là, ils ont fini par nous trouver. Ils ont écrit en russe, mais ils ont fini par nous trouver en français, en fait. Donc, peut-être qu'un jour, quelqu'un va écrire un truc en ouchi abidjanais qu'un japonais va retrouver un de ces quatre dans sa bibliothèque idéale. Voilà. Oui, donc je pense que j'entends également la question de Jean-Marc Moura. Je pense qu'il la pose plutôt du côté de l'institution et non pas de la création. Là, on répond vraiment comme écrivain. Mais j'aimerais également dire, même s'il a raison, je veux dire qu'on est totalement conscient que, même pour moi, qu'écrire, par exemple, en français et publier à Montréal me donne beaucoup plus de poids à mon capital culturel et symbolique que si je le faisais à Abidjan. Le simple fait de voir, par exemple, il y a des personnes qui ne m'ont pas lu, des lecteurs qui ne m'ont pas lu, mais qui, parce que j'ai publié au Canada et parce que j'ai pu grapper certains prix, croient que je suis un poète de génie. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose de très important aujourd'hui et qui est à court depuis une dizaine d'années, c'est que les littératures nationales ont un mode d'existence institutionnelle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Je veux dire que ce que Jean-Marc dit de l'écrivain ou de nous, si on veut, pour être vraiment honnête, qui publions soit à Paris ou à Montréal, c'est nous qui dépendons de ces centres-là, que ce soit nos centres à nous, parce que dans ces centres-là, il y a également l'exposition médiatique. On a des lieux de débat comme celui-ci, par exemple. On a des instances de légitimation, des prix et tout. Mais il se trouve que, pour être très, très prosaïque, très, très simple, qu'en tant que poète, je suis moins célèbre à Abidjan qu'un Josué Guébo qui n'a jamais publié en France, par exemple. Donc, il y a dans la littérature ivoirienne, pour être très, 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 très précis, un champ, un espace qui s'est défini et qui, de plus en plus, dépend beaucoup moins du centre parisien, du centre montréalais. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans nos recherches futures. Mais c'est beau tout ça. Est-ce que du coup, on peut déborder un petit peu et entendre Nia Yikwei lire son poème? Oui, on va déborder. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question, mais on est content déjà de pouvoir échanger des avis si différents. Et moi, je trouve ça tellement chouette, quoi, d'être là à parler avec tout le monde. Et Ni, tu veux pas nous faire ta déclamation là? La moitié d'un citron vert en français. Oui, je peux. Aux éditions Isabelle. Tu peux le faire en anglais si tu veux aussi. Là, j'ai grignote sur les petits bouts de bois de Dieu là. Voilà, littérature. OK. La moitié d'un citron vert. Traduit par Sika Fakambi, qui est ma traductrice préférée dans le monde. Sa plume court comme se disperse l'ombre. 3 plis de chair lui marquent les fronts.
et lui vers l'avant s'incline, pensif. Point d'interrogation plein de vie. Les chants des coqs, les balais dans les ruelles soulèvent la poussière. Il est tôt et je me lève. Je veux être le premier à les voir sourire et voir ces petites dents blanches s'exposer sans inhibition, nudistes sur une plage de gencives. Les pigeons se rassemblent. Le soleil amoncelle sa lumière. Je vais dehors. Avant même de les voir, je les vois. À sa gauche, les journaux de la veille. Une plume dans sa main droite et là qui attend l'encre du papier en liasse. La rosée s'élève en furtive possibilité dans la chaleur nouvelle. Lui attend. L'air qu'il fredonne, je l'aime. Un solo de Jimmy Smith aux harmonies de ténor. Silence. Et mettons sa tasse encore intacte. Nous parlerons en sirotant l'été brûlant. Les bruits de la bouillarde, chargés de boules paroles, attendant d'éclater. Je prépare 2 tasses, de noix sans sucre, et dans chacune, la moitié d'un citron vert pressé. Sa bouche en forme de vulve quand il sirote. La chaleur, promesse d'une journée nouvelle. Quelque chose tiède passe du père au fils. Le silence s'est fait obstiné souvenir. Et cette semaine, j'achète 7 beaux citrons verts. Un pour chaque journée nouvelle. Je les couperai en 2 chaque matin. En presserai une moitié pour moi. Et une autre moitié dans la tasse vide. Pour les souvenirs. Merci. Super, Annie. Merci. Techniquement, on est arrivé à la fin, alors on peut déborder de 15 minutes. De toute façon, déjà, je vais commencer par vous remercier tous là. Jean-Marc, Elara, Annie, Mohamed, et Alain Serge. Alain Serge, bon, comme là, on est en ta bien-être. Tu étais censé venir boire des bières avec moi là maintenant, et t'es pas venu, tu m'as doublé. Donc, tu es, pour la peine, tu vas nous faire un slam là pour conclure la rencontre. C'est pas la peine de fuir là, Alain Serge. Je sais que tu m'entends. Il y a ton micro qui est coupé. Ok. Un instant. Là, je vais faire mieux. Je vais lire plutôt quelques pages de mon prochain recueil de poèmes. C'est la catastrophe des néants. Tu jettes ta couleur à la fenêtre. Nos peaux n'osent même plus se briser. Du moins, il y a quelque chose dans le vent qui échappe à l'ordre des fantasmes, qui s'évapore, s'éloigne de notre nuit, et nos corps jouent à qui sera le moins obscur. Mais tu ne peux m'y battre. Tu es de la neige. Que seront tes organes sans les paysages et les congères troublés de ton enfance? J'ai pour moi la disgrâce du lointain, de là où les corps ne s'ordonnent pas, de là où nous. Je désire me décharner, m'ôter la peau. Tu me regardes faire en sautillant d'une pore à une autre, d'une béance à une chute, d'un crissement de poils à une épiderme peureuse de lendemain qui ne se disent déjà plus. Les cœurs taiseux de lierre insoumis, tu me contemples piétiner ma peau. Je sautille dessus, heureux comme le ferait un enfant qui écrase le crâne d'un oiseau pour apprendre la mélancolie de l'âge adulte. L'exercice est périlleux, désiré. Je veux maîtriser l'art de piétiner les majuscules qui ouvrent les phrases, qui rangent les organes, qui régimentent les corps. Révéler la misère derrière la machination des peaux. À quelle attente te renvoie mon visage? Ses traits, ses zones de plaisir transitoires, ses saillies striées. À qui? Sa cartographie de têtes de nègres empêtrées dans la nausée de paysages qui les aspirent. Puis, lorsqu'enfin tu dors, tu t'allonges à l'ombre d'un rêve qui attend de devenir une ville. Tu espères l'ameubler des armes miraculeuses de ton enfance, des larmes de ses frères et de cette sœur qui hésite encore à te nommer. Tu te souviens de la colère de ces villes cruelles envers la plus fébrile des utopies, comme par exemple celle de se pisser dessus ou de mourir trop tard à l'heure où tombent les derniers flocons de neige,
ou de ça respire, ça mange, ça bouffe, ça baise, celle d'apprendre par cœur, par corps et par peau l'art de manier les interférences. L'anxiété insoupçonnée des regards caves reste notre minuscule machine à désosser le temps de là où nous. Mais ne meurs pas trop tôt. Alité sur cette peau qui t'avale. Si tu pars, je ne saurai plus l'apprentissage de la race, mais tu t'étales les mains en croix et je souris de t'entendre chuchoter que c'est ainsi qu'on devient Dieu. Mais en attendant, tes mains inventent des clous. Quand sûr, j'imagine qu'une luciole se pose sur le bout de tes seins, ton visage frémit le récit d'un territoire plat où tu te tiens debout, esselé, n'espérant plus la chorégraphie des poussières qui s'épanouissent sur ta peau, et viennent les heures qui déploient la bande magnétique de nos déjections, les mémoires de nos guerres, de survie, chaque caresse de toi opposée à la nuit qui bruisse, tout ce que le passé a de plus contemporain. Merci. Eh ben, dis donc, ça promet. Voilà, donc on est dans la promesse là, donc là, on confirme qu'on est. Il est fini, il est fini. Il faut juste que mon éditeur soit content et c'est tout, quoi. Ouais, c'est génial, c'est génial. Vraiment, voilà, on arrive au terme. En fait, c'est toujours bizarre d'arriver au terme de ces genres de rencontres en ligne. Là, il y a un sentiment étrange. En fait, on a l'impression que on a l'habitude de finir ensemble. En fait, en général, après les discussions un peu formelles comme ça sur les tables, on a toujours l'habitude de finir ensemble dans des petits coins. Et là, en fait, quand c'est fini, quoi. On clique sur Live Studio et c'est terminé. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à atterrir la dernière fois. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est demander à nos invités quels sont leurs prochains projets créatifs pour que nous sachions ce qu'ils vont nous proposer dans les mois et les années à venir. Super, on va faire ça donc. Ni, qu'est-ce que tu nous prépares pour les mois à venir? Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un recueil de poèmes chez Jocaseria. Et l'année prochaine, il y a mon roman Azucar qui va sortir chez Zulma. Et je ne sais pas quand, mais l'année prochaine. Et bien voilà. Chez Zulma? Oui, chez Zulma. Super. C'est déjà traduit et tout. Voilà. Donc. Super. Mohamed, et toi? Alors, moi, je publie un roman à la rentrée de septembre. Mon prochain roman sortira à ce moment-là. Et ce ne sera pas sans lien d'air avec notre discussion là, parce que c'est vraiment un roman sur la question de la recherche d'une sorte de bibliothèque idéale, en fin de compte. Donc, un grand bêté que tu es, tu as... Voilà, tu as Non, voilà, c'est un roman sur cette question-là, et pour faire un clin d'œil à Elara, ce sera aussi un polar pur et dur, là. Le titre? Le titre n'est pas encore arrêté, on hésite encore. Mais ce sera arrêté dans les prochains jours, voilà. Alain Serge, et toi alors? C'est quoi le titre de ton prochain roman? Et puis il paraît où? Attends, je viens, sois pas pressé. Alors, avant déjà de parler de mes projets qui sont, en fait, c'est plus des projets, ils sont terminés. C'est dire d'abord que ma bibliothèque idéale, c'est vraiment une immense bibliothèque avec plusieurs rayons vides et tout au-dessus, il y a 3 livres. Il y a Les soleils de l'indépendance de Koroma. Juste vraiment pour la dernière scène avec Fama qui est en train de crever dans l'ambulance, c'est l'une des scènes les plus fécondes de la littérature africaine. Mon Dieu, quoi. Et après, vous avez Les enfants de minuit de Salman Rushdie que j'ai lu, relu et que je relirai encore. Et puis enfin, Chronique de la tristesse ordinaire de Mahmoud Darwish, qui est un poète ivoirien pas palestinien, il faut le rappeler. Alors donc, j'ai pour cette année et le début de l'année prochaine, c'est d'abord le recueil que je lis il n'y a pas longtemps, c'est La résilience des fleurs. Donc en gros, c'est vraiment une histoire, c'est essayer de coller le plus à l'actualité parce que j'essaie de faire le point de mon apprentissage de la race. J'ai appris à être noir au Canada. J'ai bien envie de raconter cet apprentissage-là. Donc, c'est une histoire d'amour entre 2 corps, un corps qui apprend à être noir et un corps qui l'est déjà. Et puis, pour le roman, c'est, je dis le titre parce que je vais le changer, c'est Portrait de la jeune fille en noir et c'est le retour de Biraïma, en fait. Voilà. Bon, ben, c'est super. Et il sort quand? On l'attend, là, celui-là.
Moi, pour ma part. Écoute, je vais rester comment silencieux. T'as dit Tu quoi, me poses la Bouga? question tout le temps, je ne réponds pas. D'accord, bah, tu as bien raison, tu as retenu la leçon. J'ai pas entendu la question, en fait. Pardon, Gozoro, vas-y. Dis-nous ce que tu vas faire. Ah non, mais moi, moi, tout le monde sait ce que je vais faire. Je vais encore écrire un roman, mais ça, c'est pour janvier. Janvier, ouais, janvier. Mais j'ai surtout écrit ma première pièce de théâtre. Super. Je sais pas. Tu Ouais. la mets en scène? Donc, on va la monter là, pour l'année prochaine et probablement la publier là, bientôt. Très bientôt. Voilà. Super. Une pièce de théâtre qui s'appelle Coco Ayan. Coco Ayan. Je peux la mettre en scène? Comment? Je peux la mettre en scène? J'ai pas entendu la question. Je peux en assurer la mise en scène? Ah non, c'est pas moi, c'est des copains. Probablement Kader Lassina Touré et Laetitia Adjanaou. Voilà. Donc voilà, donc on arrive au terme, au redoutable terme de cette rencontre-là. C'est toujours un peu triste de se quitter comme ça, surtout quand on n'a pas la possibilité de continuer à discuter autour d'un verre. Mais voilà, c'est ainsi. En tout cas, merci encore, Ni. J'espère que tu vas être libéré de Londres là et rentrer. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. J'espère qu'on va se voir pour la rencontre finale en bibliothèque, là, en librairie, à la fin de cette table, à la fin de cette carte blanche là. Et merci Lara, merci d'avoir volé du temps à la petite révolution qui dort là derrière toi en ce moment. Et merci Alain Serge qui me doit, du coup, tu étais censé arriver aujourd'hui à Bassam, du coup tu me dois quelques verres. Rien du tout. Donc voilà, merci à tous et puis à très bientôt en vrai et en dur. Merci beaucoup. Portez-vous bien et porte-toi bien, Goz. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Allez, salut Ni, Ciao, Jean-Marc, Lara et Alain Serge. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.